Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Certaines héroïnes de la guerre de 14-18 nous sont bien connues. Marie Curie, qui créa les petites Curie, des ambulances équipées d'appareils à rayons X pour repérer les fractures et localiser les éclats d'obus. Sarah Bernard, amputée d'une jambe en mars 1915, elle alla sur le front encourager nos soldats, hissée sur une chaise, ce qui lui vaudra dans leur rang le surnom de Mère Lachaise. Marie Marvin, dite Marie Cascou, à la fois pilote et infirmière, qui reçut la Croix de guerre 14-18 et la Légion d'honneur. Citons enfin l'infirmière anglaise Edith Cavell, première martyre de la guerre de 14, fusillée par les Allemands le 11 octobre 1915 pour avoir permis à des centaines de soldats alliés de fuir la Belgique pour la Hollande, pays neutre. Mais Bertha von Suttner, Nicole Girard-Mangin, Suzanne Noël, Émilienne Moreau, Charlotte Malter, femmes pourtant admirables, n'ont pas connu la même postérité. C'est donc à elles que j'ai souhaité rendre hommage dans ce nouvel épisode en 2 parties. 1903. Selon la presse européenne, la femme la plus célèbre du moment se nomme Bertha von Suttner. Ce nom vous dit-il quelque chose ? Bertha est pourtant la toute première femme à avoir reçu le prix Nobel de la paix. Comment a-t-elle pu passer aux oubliettes de l'histoire ? Bon, en même temps, cette amnésie devrait-elle surprendre quand on sait que seuls 4% des Nobel décernés depuis la création du prix ont été attribués à des femmes, ce qui représente 54 femmes pour 866 hommes. Pour son engagement pacifiste, c'est elle qui a inventé le terme, Bertha von Suttner mériterait pourtant d'être tirée d'un oubli d'autant plus injuste qu'elle-même aurait joué un rôle déterminant dans la création du prix Nobel. Bertha Felicitas Comtesse Kinsky von Chiny-Kunteto naît à Prague le 8 juin 1843 dans une famille de l'aristocratie viennoise. Son père meurt avant sa naissance, laissant une belle fortune à son épouse, de sorte que Bertha bénéficie d'une éducation soignée, voyage beaucoup et apprend plusieurs langues, ce qui lui sera un jour très précieux pour porter la bonne parole dans le monde. Hélas, sa mère est une flambeuse qui dilapide au jeu la fortune dont elle a hérité. Ne pouvant plus espérer un sou vaillant de sa famille, Bertha doit travailler pour vivre et devient gouvernante chez les von Suttner, une famille moins titrée que la sienne, mais bien plus fortunée. Elle enseigne aux 2 filles les langues et la musique. La suite est classique. Elle tombe amoureuse de l'un des fils von Suttner, Arthur, de 7 ans plus jeune qu'elle. Dès que la romance est découverte, les parents d'Arthur la renvoient. Sur leur conseil, elle répond à une annonce passée dans le journal début 1876 par un certain Alfred Nobel. Monsieur plus très jeune, très riche et très instruit, vivant à Paris, cherche dame, même âge, parlant plusieurs langues, qui lui servirait de secrétaire et dirigerait son intérieur. Bertha, 33 ans, quitte donc Vienne pour Paris où elle devient la secrétaire particulière et claire d'Alfred Nobel qui lui a 43 ans. Elle ne sera guère plus de 2 semaines à son service, mais qui lui suffiront à convaincre l'inventeur de la dynamite, pacifiste convaincu, de mettre sa fortune au service d'une organisation humaniste qui deviendra le prix Nobel. À Vienne, le fils von Suttner la rappelle. Il s'obstine contre l'avis de ses parents à vouloir épouser cette femme plus âgée que lui et sans dot, de sorte qu'il est instantanément déshérité. Les jeunes mariés quittent l'Autriche, s'installent en Géorgie où ils resteront 9 ans, vivant chichement de traductions, de l'écriture de romans et d'articles de presse. C'est dans ces années d'exil en Géorgie que Bertha commence à se passionner pour la thématique de la guerre et de la paix, notamment parce que depuis la Géorgie, les Suttner sont aux premières loges pour découvrir ce qu'est la guerre. Il y a la guerre russo-turque entre 1868 et 1894. Arthur publie de nombreux articles à ce sujet dans la presse allemande. Mais la fin du 19e, c'est aussi la guerre austro-prussienne avec Sadova et la guerre franco-prussienne. Idéaliste, Bertha est convaincue que les hommes peuvent s'entendre et renoncer à se battre. Elle se met à écrire sous le pseudonyme d'Oulette, O-U-L-E-T,
De retour en Autriche, après une réconciliation générale avec les Suttner, elle devient une fervente militante pacifiste. Elle s'attelle à l'écriture d'un livre intitulé « Die Waffen nieder », ce qui en français signifie « bas les armes ». Cet essai antimilitariste publié en 1889 évoque la guerre du point de vue d'une femme. Dans son livre, l'auteur montre de manière très réaliste les horreurs de la guerre, vues dans la perspective inédite de l'héroïne à la recherche de son mari blessé sur le champ de bataille, témoin au féminin brisant ainsi le tabou de la guerre, chasse gardée des hommes. Par-delà le domaine de la guerre abordé par une plume féminine, l'ouvrage offre une analyse lucide de la société autrichienne, à la fois gagnée dans ses plus hautes sphères par une militarisation triomphante et figée dans ses structures nobiliaires ancestrales. C'est un succès foudroyant. L'ouvrage est vendu à 2 millions d'exemplaires et traduit en 12 langues, ce qui pour l'époque est proprement incroyable. Bas les armes est véritablement le best-seller de la fin du XIXe siècle. Léon Tolstoï, l'un des premiers lecteurs du roman, compare l'ouvrage à la case de l'oncle Tom. Il écrit « L'abolition de l'esclavage a été précédée par le fameux livre de Madame Beecher-Stowe, « Dieu veuille que l'abolition de la guerre le fût par le vôtre ». Sur sa lancée, Bertha crée une société pacifiste autrichienne et bientôt portée par le succès de son livre, elle est la vedette du 3e Congrès international de la paix qui se tient à Rome en 1891. Elle y prononce son premier discours public dans un italien parfait, appelant de ses vœux le désarmement, le règlement des litiges entre pays par le droit, et pour ce faire la création d'une Union internationale de la paix, dont elle va d'emblée devenir vice-présidente, position absolument remarquable quand on sait à quel point les femmes sont alors exclues de toute forme de responsabilité politique. Dans les milieux pacifistes, on la nomme Friedensbertha, quand ceux qui la contestent la traitent d'hystérique et la qualifient de Friedensfurie. Furie de la paix, en somme. Nobel et Jaurès, avec qui elle correspond, ont de l'admiration pour elle. Elle leur fait part de son rêve d'une Europe pacifique qu'elle nomme Pan-Europa. Son influence et son militantisme l'amèneront jusqu'aux États-Unis, où en 1904, elle sera reçue par le président Theodore Roosevelt et l'année suivante, le 10 décembre 1905, elle devient la première femme à obtenir le prix Nobel de la paix. Disparue 9 ans plus tard, à l'âge de 71 ans, le 21 juin 1914, elle ne verra par chance ni la Grande Guerre, ni l'effondrement de l'Empire austro-hongrois. En 1910, soit 4 ans avant sa mort, elle avait prédit dans un roman une guerre mondiale apocalyptique. « Nous avons en main un potentiel dont nous n'avons pas encore idée », écrivait-elle alors. Ces propos visionnaires lui ont valu de la part de son compatriote Stefan Zweig le surnom de Cassandre de notre temps. Car l'avenir allait lui donner cruellement raison. Fin juillet 1914, dans l'Europe entière, le slogan du moment n'est plus « bas les armes », die Waffen nieder, mais plutôt « aux armes citoyens ». La guerre, c'est aussi des blessés par centaines, par milliers, qu'il faut prendre en charge et soigner. Durant le conflit, il y eut d'innombrables infirmières professionnelles et d'infirmières volontaires, bien sûr. Mais je veux évoquer en particulier côté français 2 femmes médecins admirables. À commencer par Nicole Girard-Mangin, seule et unique Française envoyée au front durant la Grande Guerre. Nicole doit sa mobilisation à un malentendu. Sans doute quelque obscur gratte-papier du ministère des Armées chargé de recenser les médecins a-t-il cru avoir affaire au docteur Gérard-Mangin. Quoi qu'il en soit, Nicole Girard-Mangin est mobilisée sur le front. Elle aurait pu protester, rester tranquillement à l'hôpital Beaujon, où elle est alors une spécialiste reconnue de la tuberculose. Au lieu de cela, par patriotisme, mais aussi sans doute par défi, cette féministe divorcée de 36 ans, mère d'un fils en bas âge, se présente à l'hôpital de Bourbonne-les-Bains dans les Vosges, qu'elle est chargée de transformer en hôpital militaire. Le médecin capitaine qui la reçoit en tombe de sa chaise. Qu'est-ce que c'est que cette blondinette qu'on lui envoie pour organiser l'hôpital ? Et puis, après tout, pourquoi pas ? L'armée ne manque-t-elle pas cruellement de médecins ? Alors à la guerre comme à la guerre. Après Bourbonne-les-Bains, Nicole est envoyée s'occuper des malades de la typhoïde dans une ville que l'on croit alors à l'abri des bombes,
Verdun. Comme elle est la première femme médecin sur le front, il n'existe aucun uniforme pour sa fonction. On doit donc en inventer un à son intention. Alors pour ce faire, on copie à la va-vite celui des femmes médecins britanniques, auquel on ajoute une casquette d'officier français. Nicole portera donc durant toute la guerre un uniforme inventé exclusivement pour elle. En février 1916, elle passe l'épreuve du feu. Elle évacue sous les obus les blessés dont elle a la charge. Bientôt, elle entreprend de parcourir les lignes au volant d'une camionnette sanitaire pour récupérer des blessés auxquels elle prodigue les premiers soins, opérant elle-même ceux qui ne peuvent attendre. Ce petit bout de femme, d'une indomptable énergie à faire marcher tout un régiment, devient une héroïne. Tout le monde sait qui elle est. N'est-elle pas accompagnée en permanence de son chien Donne ? Dans la Somme, le Pas-de-Calais, Ypres, Nicole écume les hôpitaux militaires. En 1917, on la charge de créer une école d'infirmières. Ce sera l'école Edith Cavell, précisément le nom de l'infirmière anglaise déjà citée, fusillée par les Allemands. L'école Edith Cavell est installée rue des Nouettes à Paris. Nicole en devient directrice avec le grade de médecin-capitaine. Il est fort probable que peu d'années, que dis-je peu de mois après notre victoire, j'aurai un sourire amusé pour mon accoutrement singulier. Une pensée critique pour l'affection que je porte à Donne, ma chienne. Ce sera du reste injuste et ridicule. Je dois à ma casquette d'avoir gardé une coiffure correcte, même en dormant sur des brancards, d'avoir tenu des heures sur un siège étroit sans gêner le conducteur. Je dois à mes multiples poches d'avoir toujours possédé les objets de première nécessité, un couteau, un gobelet, un peigne, de la ficelle, un briquet, une lampe électrique, du sucre et du chocolat. Je dois à ma chienne, née et élevée là-bas, bien des minutes d'oubli. Son attachement désintéressé m'a été doux. Enfin, je dois à mes caducées et mes brisques le prestige qu'il m'a fallu parfois auprès des ignorants et des sots. À la fin de la guerre, Nicole se met à la disposition de la Croix-Rouge internationale pour faire des conférences sur le rôle des femmes pendant le conflit. Elle milite au sein de l'Union des femmes françaises et participe à la création de la Ligue nationale contre le cancer. Hélas, elle meurt prématurément le 6 juin 1919 à l'âge de 41 ans. Près de son corps sans vie, on trouve des boîtes de médicaments. Ayant appris qu'elle souffrait d'un cancer incurable, Nicole se serait donné la mort pour éviter la déchéance physique et la souffrance. Près d'elle, fidèle, sa chienne Donne. Au fait, Donne, drôle de nom pour un chien, sauf quand on sait que Donne, c'était pour Verdun. Une contemporaine de Nicole, Suzanne Noël, est également médecin, mais dans une spécialité médicale qui va connaître des bouleversements majeurs à la faveur de la Grande Guerre. Elle fera partie de ces médecins qui vont tenter de redonner figure humaine aux gueules cassées, comme on les appelle, ou les baveux. Sans la permission d'Henri Pertat, son premier mari, dermatologue, de 8 ans son aîné, qu'elle a épousé le 10 janvier 1897 à l'âge de 19 ans, jamais Suzanne Gros n'aurait pu faire médecine. À l'époque, toute femme mariée souhaitant fréquenter l'université doit en effet avoir l'autorisation écrite de son mari, une disposition qui ne prendra fin qu'en 1938. Suzanne doit donc à son époux d'avoir pu passer son bac en 1903 et d'avoir pu faire à Paris les études de médecine dont elle avait toujours rêvé. À l'époque, les femmes médecins sont encore très rares. C'est en 1875, soit 3 ans tout juste avant la naissance de Suzanne, qu'une femme passe pour la première fois une thèse en médecine. Suzanne, elle, fait ses débuts à l'hôpital Saint-Louis, où elle recoud des oreilles décollées et fait disparaître des tatouages dans le service de 2 pionniers d'une médecine esthétique encore balbutiante, les docteurs Brock et Morestin. Un jour, elle reçoit pour patiente une jeune laborantine défigurée par l'acide sulfurique. Réparer sa chair en lambeaux, redonner un visage à cette jeune femme, l'exalte, la bouleverse et la convainc surtout de se spécialiser en chirurgie maxillofaciale, ce qui, elle l'ignore encore, fera d'elle la première femme chirurgien esthétique de l'histoire de la médecine. Vient la guerre de 14, effroyable, avec son cortège de blessés de la face. Elle va constituer un champ d'expérimentation majeur et faire progresser la chirurgie réparatrice en 4 ans, comme elle ne l'avait pas fait en un siècle.
Les chirurgiens sont confrontés à des blessures d'une gravité inédite, des visages ravagés qu'il faut littéralement raccommoder, rapiécer. Suzanne rejoint le docteur Morestin à l'hôpital des armées du Val-de-Grâce, où les gueules cassées sont isolées des autres blessés de guerre pour ne pas démoraliser ces derniers. Elle y fait l'apprentissage sur le tas des techniques lourdes de chirurgie réparatrice, notamment des nouvelles techniques de greffe utilisées pour remplacer l'os de la mâchoire souvent déchiqueté. Le 11 novembre 1918, elle aura l'immense joie de fêter l'armistice le jour même de son 40e anniversaire. Elle est née en effet un 11 novembre 1878. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai, je vous répondrai. Ce podcast est une création Europe 1 Studio. J'ai écrit l'épisode que vous venez d'entendre. La réalisation est signée Julien Tarot. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Si vous souhaitez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. Je vous donne rendez-vous demain pour la seconde partie de ce récit au cœur de l'histoire, consacré aux héroïnes oubliées de la guerre de 14. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Certaines héroïnes de la guerre de 14-18 nous sont bien connues. Marie Curie, qui créa les petites Curie, des ambulances équipées d'appareils à rayons X pour repérer les fractures et localiser les éclats d'obus. Sarah Bernard, bien sûr, amputée d'une jambe en mars 1915, elle a là sur le front encouragé nos soldats, hissée sur une chaise, ce qui lui vaudra dans le rang des poilus le surnom de Mère Lachaise. Marie Marvin, dite Marie Cascou, à la fois pilote et infirmière, qui reçut la Croix de guerre 14-18 et la Légion d'honneur. Citons enfin l'infirmière anglaise Edith Cavell, première martyre de la guerre de 14, fusillée par les Allemands le 11 octobre 1915 pour avoir permis à des centaines de soldats alliés de fuir la Belgique pour la Hollande, alors pays neutre. Mais Bertha von Suttner, Nicole Girard-Mangin, Suzanne Noël, Émilienne Moreau, Charlotte Malter, femmes pourtant admirables, n'ont pas connu la même postérité. C'est donc à elles que j'ai souhaité rendre hommage dans ce nouvel épisode en 2 parties. Nous avons quitté Suzanne Noël le jour de l'armistice. Après-guerre, Suzanne s'implique dans la défense des droits des femmes en fondant en Europe le club Soroptimiste, inspiré d'un mouvement féministe dont elle a rencontré des représentantes au cours d'un voyage aux États-Unis. Elle en lance le 24 janvier 1924 à Paris une version française dont la première revendication est le droit de vote. Sur sa lancée, elle suscite la création de clubs soroptimistes dans l'Europe entière. Cet élan est hélas interrompu par la Seconde Guerre mondiale. Suzanne reprend alors du service, mais différemment. Alors qu'en 14-18, elle s'était échinée à rendre leur visage aux gueules cassées, durant la Seconde Guerre, au contraire, elle opérera des résistants recherchés par les nazis pour les rendre méconnaissables. Après elle, retrouvons maintenant une autre héroïne des 2 guerres, Émilienne Moreau. Si son nom mérite ô combien d'être tiré de l'oubli, c'est que cette femme courageuse, à l'instar de Suzanne Noël, mais cette fois armes à la main, fut à la fois une héroïne de la Première Guerre mondiale à seulement 17 ans et 20 ans plus tard, compagnon de la Libération pour son action dans la Résistance. Émilienne est née en 1898 à Wingles, dans le Pas-de-Calais, dans une famille de 4 enfants. Son père est un mineur en retraite. Il a alors 50 ans et a travaillé 38 ans à la mine comme porion. Un porion, dans une mine, c'est un contremaître. En juin 1914, il ouvre une petite épicerie-mercerie à Los en Goële, à quelques kilomètres de Lens. En août 14, la guerre est déclarée.
Bientôt, les troupes allemandes occupent la ville. Émilienne crée dans une cave une école improvisée pour les enfants de Loos. Alors que Loos est occupé depuis un an, les Britanniques, un régiment écossais en fait, tentent de reprendre la ville. Une grande offensive a lieu en ce sens le 25 septembre 1915 et c'est alors qu'au péril de sa vie, Émilienne se porte à leur rencontre pour leur donner des indications sur les positions de l'ennemi. Durant la bataille, elle organise un poste de secours dans sa maison avec l'aide d'un médecin écossais. Plus courageux encore, elle-même prend les armes et, munie d'une grenade et d'un revolver, abat 4 soldats allemands embusqués. L'offensive est un succès, la ville est reprise par les Britanniques. Aussitôt, Émilienne, qui rappelons-le, n'a que 17 ans, devient l'héroïne de Loos. Le 27 novembre 1915, elle est décorée de la Croix de guerre avec palme à Versailles. Elle est reçue par le président de la République Raymond Poincaré, puis à Londres par le roi George V. On utilise alors son image pour entretenir le moral de la population et des troupes. Ses mémoires, le mot est un peu fort pour une adolescente de 17 ans, sont publiés fin 1915 par la presse française et britannique. Ce qui est terrible d'ailleurs dans son récit, c'est qu'elle y écrit que son rêve dans la vie est de devenir institutrice et que si ce rêve se réalise, elle enseignera à ses élèves la haine des Allemands, peuple impardonnable. Elle va même faire l'objet d'un film de 1916 intitulé The Joan of Arc of Loos, la Jeanne d'Arc de Loos, réalisé en Australie. Selon ses vœux, Émilienne Moreau termine la guerre comme institutrice dans une école de garçons à Paris. Après-guerre, elle se marie avec un militant SFIO. La SFIO, c'est le Parti socialiste. Elle devient une militante très active et y continuera son engagement longtemps après la guerre et d'ailleurs jusqu'à sa disparition en novembre 1971. Arrive la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands la mettent sous surveillance car ils savent que c'est un personnage symbolique de la victoire des Français pendant la Grande Guerre. Cela n'empêche pas Émilienne d'entrer dans la résistance avec son mari. Il distribue des tracts et des journaux clandestins. Elle transporte des fonds. Elle effectue plusieurs missions pour les Alliés, échappe à plusieurs reprises à des arrestations et parvient à rejoindre Londres le 7 août 1944, après quoi elle intervient régulièrement sur la BBC. Incarnation de la résistance française féminine, Émilienne Moreau est l'une des 6 femmes à être faites compagnon de la libération et décorée par le général de Gaulle en personne en août 1945 à Béthune. Si j'ai choisi Émilienne Moreau, c'est justement parce qu'elle fait le lien entre les deux guerres. C'est précisément ce qu'a choisi de faire notre président de la République en choisissant la date du 11 novembre pour procéder à l'inhumation au Mont-Valérien du dernier compagnon de la libération. En effet, c'est le 11 novembre 1945 qu'étaient inhumés au Mont-Valérien les 15 corps de combattants choisis afin de symboliser la participation victorieuse de la France à la Seconde Guerre mondiale. La brève allocution prononcée par le général de Gaulle à l'Arc de Triomphe le 11 novembre 1945 commençait en ces termes. « Mort pour la France, mais triomphant comme elle, tombé sur tous les champs de bataille, où soit dans la lumière, soit dans l'ombre s'est joué notre destin. Ramenés par tous les chemins de nos douleurs et de notre victoire, voici donc ces morts revenus. » Le 11 novembre 2021, la présence du corps d'Hubert Germain, dernier compagnon de la Libération, à l'Arc de Triomphe, puis son transfert et son inhumation au Mont-Valérien, renvoyait à ce 11 novembre 1945. Ainsi, les morts des 2 grandes guerres seront-ils associés à jamais dans un même hommage ? Et d'hommage, justement, il sera encore question maintenant avec l'évocation d'Anna Guérin et Charlotte Malter, les 2 promotrices françaises des fleurs du souvenir combattant, le poppy, coquelicot britannique, et le bleuet de France. À Paris, face à l'Hôtel national des Invalides, côté Esplanade, se trouve le rond-point du bleuet de France. Et s'il se nomme ainsi, c'est parce que l'idée de vendre des bleuets en papier, réalisés par des blessés de guerre, au profit des mutilés et des orphelins et veuves de guerre, est justement née à l'Hôtel des Invalides au lendemain de la guerre de 14. Elle fut l'initiative de 2 infirmières aussi dévouées qu'inventives. D'abord Charlotte Malter, fille et femme de soldats, dont le père le général Niox est alors directeur du musée de l'armée et commandant de l'Hôtel des Invalides, et le mari,
le général Malter est lui-même un grand mutilé de guerre, blessé au bras et amputé de la jambe droite dès septembre 1914. Charlotte a déjà 47 ans lorsque la guerre éclate. Avec son amie Suzanne Lénart, infirmière-major, veuve d'un capitaine d'infanterie coloniale tué en 1915, Charlotte a donc l'idée d'aider les blessés à se reconstruire et à collecter un peu d'argent en leur faisant confectionner des fleurs dont les pétales seront en tissu et les étamines en papier journal. Quoi de mieux qu'une fleur pour symboliser la Renaissance après des années dominées par la mort? Les Anglais ont d'ailleurs déjà choisi la leur, le coquelicot ou poppy, en référence au poème In Flanders Fields, sur les champs de Flandre, du lieutenant-colonel canadien John McCrae. Refleurissant après les combats sur les sols les plus ravagés, le fragile coquelicot évoque par sa couleur le sang des soldats morts au champ d'honneur. Et c'est encore une Française, une certaine Anna Guérin, qui a eu l'idée de promouvoir le coquelicot d'étoffe comme symbole du souvenir combattant. Née Anne Naboul le 6 février 1878, dans une famille paysanne des Cévennes ardéchoises de tradition protestante, elle devient institutrice à Madagascar, où elle a suivi son premier mari, un ancien militaire reconverti dans la vente de pierres et de métaux précieux. Elle se sépare de lui en 1907, se remarie 2 ans plus tard. Quand la guerre éclate, son second mari Eugène Guérin ayant été appelé sous les drapeaux, Anna Guérin confie ses 2 filles à sa famille et se rend à Londres, puis à New York, pour enseigner au sein de l'Alliance française. Anna Guérin était une passionnée d'histoire. Quand elle était enseignante en Angleterre, elle avait pour habitude, lorsqu'elle donnait un cours d'histoire, de se vêtir du costume du personnage dont elle entendait raconter le parcours. Ainsi, ses élèves la découvraient-elles en Jeanne d'Arc, Marie-Antoinette ou Joséphine de Beauharnais, dont elle racontait la vie avec passion. À New York, dans les débuts de la guerre, elle prend pour habitude, raconte Claude Vigoureux, son biographe, de reverser la moitié de son salaire à la Croix-Rouge pour venir en aide aux orphelins de guerre français. Et bientôt, elle passe à la vitesse supérieure. Vêtue d'un tailleur coupé dans de la toile bleue horizon des capotes militaires françaises, elle entreprend de sillonner les États-Unis pour sensibiliser le public américain au sort des enfants et de toutes les victimes de guerre. Cette infatigable militante de la cause des plus faibles est saluée en 1917 par la presse américaine comme la plus célèbre Française d'Amérique. Retrouvons Claude Vigoureux, il écrit « Après l'armistice, Anna Guérin crée la Ligue interalliée des enfants, patronnée par l'État français, et elle adopte comme insigne la fleur de coquelicot mise à la mode aux USA par une responsable des jeunesses chrétiennes protestantes, YMCA, Moïna Michael. De retour à New York au printemps 1919, elle aura traversé 9 fois l'Atlantique depuis le début de la guerre, Madame Guérin reprend ses tournées, qui deviennent des meetings en faveur des emprunts de la reconstruction, en plus des victimes de guerre. Le 8 octobre, à Baltimore, la Dame de France appelle à l'adoption universelle du coquelicot, le poppy, comme symbole du souvenir combattant. Et pour alimenter ses collectes financières, elle fait fabriquer des fleurs en soie en instaurant des Poppy Days partout où elle passe. Pour les Français, la fleur du souvenir sera le bleuet, pour toutes sortes de bonnes raisons. Parce que le bleu horizon est la couleur de leur uniforme et la première couleur du drapeau français, mais aussi parce que bleuet est le sobriquet dont les poilus aguerris affublaient les nouveaux venus sur le front. Tout comme le coquelicot, le bleuet est la première herbacée à refleurir sur la terre dévastée par les obus. En 1920, il devient officiellement la fleur du souvenir, de sorte qu'en 1925, Charlotte et Suzanne créent un véritable atelier au sein des Invalides. C'est cependant le 11 novembre 1934 qu'a lieu la première vente sur la voie publique de milliers de bleuets fabriqués par les anciens combattants. Ce jour-là, 128 000 fleurs sont vendues. Aussi, dès l'année suivante, la vente de bleuets du 11 novembre devient officielle. En 1957, l'État décidera de créer un second jour de collecte, tous les 8 mai, date anniversaire de l'armistice de la Seconde Guerre mondiale. Au fait, l'Allemagne, elle aussi, a sa fleur du souvenir, le Vergiss mein nicht, Myosotis alpin blanc, qui symbolise la paix et dont le nom signifie « ne m'oublie pas ». Ce souvenir, c'est bien de cela qu'il s'agit avant tout. Bleuets, poppies ou myosotis. Chaque année, selon l'admirable formule de Jean Cocteau, l'éphémère éclosion de ces fleurs de papier
rappelle à chacun d'entre nous que le vrai tombeau de l'homme, c'est le cœur des vivants. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai, je vous répondrai. Ce podcast est une création Europe 1 Studio. J'écris l'épisode que vous venez d'entendre. La réalisation est signée Julien Tarot. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Je vous retrouve bientôt pour un nouveau récit au cœur de l'histoire.